Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a procédé ce jeudi 1er septembre 2022 au lancement des premières journées nationales d'infectiologie au Bénin. Et c'est le palais des congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cette activité. Le point dans cette édition. Séance de formation ce mercredi à Cotonou des acteurs privés du secteur de la santé sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie de Covid-19 au Bénin. Cette initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale des soins de la santé primaire. Le point dans ce journal également. Et puis en interactualité, l'ex-président américain et l'ancienne First Lady feront revivre une tradition mise sous silence sur Donald Trump, l'inauguration de leur portrait à Washington. Vous saurez également le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a procédé ce jeudi 1er septembre 2022 au lancement des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. C'est le palais des congrès de Cotonou qui a servi de cadre à cette initiative. Elle a réuni plusieurs experts venus de plusieurs pays du monde. Romaric Dossa pour le reportage. Première journée nationale d'infectiologie du Bénin, JNI. Une initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale. Les idées vont converger cette année autour de la thématique centrale, qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous les congressistes à cette rencontre scientifique, une première dans l'histoire de l'infectiologie au Bénin, dans cette auguste salle du Palais des Congrès de Cotonou. Je me réjouis du démarrage effectif ce jour, 1er septembre 2022, des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Ces premières journées scientifiques d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité des soins témoignent de l'engagement de la jeune société béninoise d'infectiologie à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être dans notre pays. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est pourquoi un accent tout particulier a été mis sur le contrôle de la qualité des prestations de soins et le développement de la médecine hospitalière. Je pense que ce matin, vous avez pu avoir un aperçu à travers les premières conférences de la situation qui prévaut au niveau de notre pays. Pour le ministre Benjamin Rumpati, le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre des pathologies infectieuses. Notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet, les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Je n'ai donc aucun doute sur votre capacité à dresser au cours de cette journée le bilan de la riposte de la COVID-19 en vue d'en tirer des leçons pour le futur. Nous venons de clôturer les sessions de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lomé. Et cette thématique était au cœur des débats. Mais plus encore, la question des autres urgences qui pourraient surgir ou ressurgir était au cœur de nos discussions pour voir comment mieux nous préparer, comment mieux faire face. Et quand je regarde les acteurs qui sont dans cette salle, je pense bien que pratiquement toutes les disciplines sont représentées. C'est vous dire combien la question est importante et d'importance. Le ministre de la Santé lance ainsi les travaux de l'édition 2022 de la JNI.
Séance de formation ce mercredi à Cotonou des acteurs privés du secteur de la santé sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie de Covid-19 au Bénin. Cette initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire vise à associer davantage les acteurs du privé pour l'amélioration de la couverture vaccinale au plan national. Romaric Tossa nous en dit plus. Ils sont tous acteurs du privé dans le secteur de la santé au Bénin. Réunis dans cette salle à Cotonou, ils bénéficient d'une formation qui a pour objectif de les outiller contre l'infodémie liée à la pandémie du coronavirus. Des mesures ont été prises, notamment la vaccination, pour donc arrêter la chaîne de transmission donc, du virus. Force est de constater que nous avons encore une couverture vaccinale insuffisante du fait de la réticence de la population liée aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donc améliorer et corriger cette situation, l'Agence nationale des soins de santé primaire a initié cet atelier pour outiller les participants ici présents par rapport à la gestion des fausses informations liées à la COVID-19 dans les différents départements du pays. Il faut dire que le Bénin s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc, comme vous le constatez, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Et raison pour laquelle, avec l'appui de nos partenaires, nous continuons donc de mobiliser les populations, continuons de mobiliser les différents acteurs. Et c'est pour ça que nous avons pensé à vous. On sait que le secteur privé aujourd'hui prend environ 52% des cibles. Donc, vous avez beaucoup de masques qui passent chez vous et on aurait vivement souhaité que vous contribuiez de façon efficace à sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination. L'animation des différents panels inscrits à l'ordre du jour a permis à ces participants d'avoir une idée plus claire des difficultés rencontrées dans la vaccination de masse et des efforts qui restent à fournir. Chers collaborateurs, le défi qui reste à relever est donc celui de mobiliser les populations pour leur forte adhésion à une vaccination complète. C'est pour cela que je voudrais vous inviter, vous acteurs du secteur privé, à un engagement personnel aux côtés du ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers ici représentés, à lutter efficacement contre cette pandémie. La vaccination contre la Covid est un acte d'amour. Les vaccins dont nous disposons au Bénin protègent nos proches. Les vaccins que nous utilisons sont sûrs et efficaces et ne devraient pas constituer un frein à la vaccination. La vaccination est accessible à tous les adultes et est recommandée pour les enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer. Une fois encore, je voudrais vous exhorter à appuyer le gouvernement à travers les sensibilisations des populations pour susciter leur adhésion à la vaccination. Les acteurs présents à ce séminaire sont tous repartis satisfaits des explications des autorités sur la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le gouvernement du Bénin donne rendez-vous aux responsables des organisations syndicales le 8 septembre prochain pour la deuxième session de négociation. Le point inscrit à l'ordre du jour concerne les préparatifs de la nouvelle rentrée. Mais les organisations syndicales ne sont pas d'accord. Il y a bien d'autres points importants qui méritent d'être abordés selon le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amosso. Je vous propose de suivre ces explications dans ce reportage de Kenneth Egawi et Mathieu Sossou. La centrale des syndicats autonomes du Bénin n'est pas d'accord que les préparatifs de la rentrée soient le seul point inscrit à l'ordre du jour de la prochaine rencontre avec le gouvernement. La raison évoquée est le silence face aux engagements pris lors de la rencontre avec le chef de l'État en avril dernier. Aujourd'hui, on n'a pas achevé la première session, on n'a pas conclu la première session, on n'a pas abordé les autres points qui sont restés en suspens. Et brutalement, le ministre président de la commission nous invite pour l'ouverture d'une deuxième session qui va parler uniquement de la rentrée. J'avoue qu'en matière de dialogue social, aucun fondamental n'est respecté à travers ce courrier-là. Et c'est ça que nous avons voulu, dénoncer en interpellant le ministre Abdoulaye Biaye pour lui dire qu'il faut revenir à la norme. La norme pour les organisations syndicales, c'est l'achèvement de la première session de négociation et la satisfaction des revendications déjà évoquées. Celles-ci sont diverses et variées.
nous devons examiner non seulement quelle est la cagnotte maximale que le gouvernement veut mettre dans l'augmentation des salaires et des pensions. Deuxièmement, comment la répartition va se faire. Et puis nous avons les problèmes de gestion de carrière. La situation des AME aujourd'hui, tout le monde en parle. Des gens qui sont sans salaire depuis le mois de juin. Et ça va continuer jusqu'en décembre. Le SMIC, on s'est entendu avec les employeurs, le gouvernement, et on a retenu l'augmentation à 52 000 francs, de 40 à 52 000 francs CFA. Depuis le mois d'avril, où cela a été acté par les 3 composants du dialogue social, le gouvernement se refuse de prendre le décret qui consacre l'augmentation et qui permet aux privés de pouvoir payer donc ce nouveau SMIC à leurs employés. Toutes ces questions devront être vidées de la table de discussion avant l'ouverture d'une nouvelle session de négociation. À la question de savoir si les travailleurs préfèrent sacrifier la bonne préparation de la rentrée au profit de leurs revendications, la réponse d'Anselme Amoussou est toute tranchée. Vous êtes, disons, conscient et préoccupé par l'avenir de la relève, d'accord, la formation de la relève. Mais ceux qui doivent préparer cette relève-là, ils sont des citoyens, ils vivent la cherté de la vie, ils vivent l'inflation. Vous ne parlez pas de ça et vous pensez que vous pouvez leur parler de rentrée. Nous ne voulons pas une rentrée folklorique. Nous ne voulons pas une rentrée théorique. Nous ne voulons pas d'une rentrée où les enseignants seront dans les classes, mais n'auront pas le cœur à l'ouvrage, parce qu'ils seraient tenaillés par la faim et la misère. À en croire le syndicaliste, une chose est de préparer la rentrée, mais il est aussi nécessaire de réfléchir au bien-être des travailleurs. En attendant le 8 septembre, il espère que l'autorité prendra en compte les observations faites et que d'autres points seront inscrits à l'ordre du jour. Renouvellement du bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin pour le mandat 2022-2025. Avant la phase des élections au cours de l'Assemblée générale tenue à Cotonou ce jeudi 1er septembre 2022 à la Maison des médias, Zakiat Latonji, la présidente de l'UPMB en fin de mandat, fait donc le bilan des 3 ans d'exercice de son bureau. Suivons ici un extrait de son discours. Chers amis, le mandat que vous m'aviez confié il y a 3 ans touche à son terme. Laissez-moi vous remercier pour cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste sensible et dire toute ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé de lourdes responsabilités. Un grand merci à tous les membres du Bureau exécutif national, du Conseil consultatif, des départements spécialisés, des coordinations, à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné durant 3 ans. 3 ans riches en événements, en activités, dans l'intérêt de notre syndicat, l'Union des professionnels des médias du Bénin. Sur le plan externe, la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 était également au rendez-vous. Un fait inattendu qui a plombé bon nombre de nos nobles, belles et grandes ambitions à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Permettez-moi de citer tout de même quelques activités phares qui m'ont particulièrement marqué, en tout cas positivement, durant ces 3 années. Il s'agit entre autres de l'initiative de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. Le projet de la cellule d'assistance aux femmes des médias pour la lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel, en vue de la promotion du leadership de la femme et de son épanouissement. La distribution de vivres, tissus et des cadeaux de fête aux enfants orphelins des médias recensés un peu partout sur le territoire national. Le don de kits de lutte contre la COVID-19 au profit des acteurs des médias et des rédactions, dispositifs de lavage de mains, gel hydroalcoolique, masques, etc. Chers consoeurs, chers confrères, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait. Je pense au contraire
que beaucoup reste à faire pour que notre union grandisse davantage et fasse notre fierté à toutes et à tous. Tout comme d'autres secteurs d'activité, celui de la boucherie constitue également un maillon important de la société. Dans les marchés, au coin des rues de nos grandes villes, l'on note souvent la présence remarquable de ces hommes qui manipulent la viande dédiée à la consommation, mais la question qui revient sans cesse à l'esprit est celle liée à l'hygiène, donc sur les aires d'abattage, de même que dans les boucheries et charcuteries. Nos collègues de l'antenne régionale Monokoufo ont réalisé une petite enquête sur la préoccupation, la substance à travers ce reportage. Un mouton égorgé sous la pression des flammes, gigot accroché par-ci, vidange des tripes par-là. Ainsi peut-on décrire l'ambiance qui rythme la principale aire d'abattage de la Cité de l'Espérance ce matin. Les bouchers viennent ainsi de démarrer leur quotidien. Bienvenue dans leur univers. Un univers dans lequel nous avons effectué une incursion pour constater le respect ou non des règles d'hygiène. On a une caisse qu'on fait par jour pour faire le nettoyage de l'abattoir. La descente en valait la peine puisqu'elle nous a plongé au cœur des réalités de cet environnement. Avant l'exposition de ces denrées animales à la boucherie, un vétérinaire assermenté passe à une inspection minutieuse après l'abattage. J'ai constaté que les animaux qui sont abattus ce matin sont en bonne santé. Les organes inspectés, une fois le constat fait, nous avons certifié que ces viandes-là sont de très bonne qualité. Dans les points de vente de ces viandes crues, le bon réflexe lié à l'assainissement du cadre n'est pas occulté. Le viande là, ça bonne qualité, tout l'endroit très propre. Tout le jour, moi, venez ici. Toutes ces bonnes notes résultent de la dynamique mise en place par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono. Nous avons donc un certain nombre d'agents vétérinaires appelés à effectuer donc, le contrôle sanitaire de ces denrées animales-là sur le terrain et ils le font quotidiennement. Alors en plus de ce rôle, nous avons constaté qu'il y avait de l'insalubrité au niveau de cet abattoir de Lokossa notamment. Nous avons instruit ces bouchers, donc ces acteurs, de pouvoir donc prendre un certain nombre de dispositions pour assainir le milieu. Notamment, c'est d'abord le plancher sur lequel les carcasses sont manipulées. C'est juste le cimentage qui était là. Nous avons donc demandé à ce que le plancher soit carrelé, les murs également, pour faciliter le nettoyage. Après la cité des Côtes-à-Fond, nous voici aux côtés d'un boucher de la commune de Comé. Toujours dans notre quête de mesurer la dose de propreté dont font montre ces hommes. Pendant que quelqu'un s'occupe d'un caprin déjà abattu, ce bœuf que voici ne tardera pas aussi à subir le même sort devant l'objectif de notre caméra. La carcasse, une fois dépecée, quartiers et côtelettes de viande peuvent être convoyés à la boucherie. Peu de temps après, l'arrivée du vétérinaire va corroborer les dires du boucher. Achille, c'est lui qui est chargé de contrôler la qualité des viandes servies aux consommateurs dans les charcuteries de Comé et Grand Popo. Le travail que je viens d'effectuer, c'est l'inspection après abattage. On fait tout ça là pour s'assurer réellement de la viande que les usagers ou bien la population consomme. Il est vrai que dans les charcuteries, les vétérinaires veillent également au grain. Mais pour un contrôle plus élargi, Madeleine Lafiamora propose. Le nombre d'agents vétérinaires pour couvrir toutes ces charcuteries n'est pas suffisant.
alors les gens continuent donc d'abattre individuellement dans leur coin, ce qui rend le contrôle vraiment difficile. Donc c'est la contrainte que nous avons à ce niveau-là et on en appelle aux autorités la construction d'un abattoir ou tout au moins d'une aire d'abattage moderne qui pourrait permettre donc de centraliser les abattages de ces différents animaux, ce qu'on constate dans les coins de rue. Avant tout achat à la boucherie, tout comme dans une charcuterie, le consommateur peut aussi développer le réflexe de vérifier le cahier de contrôle du vétérinaire. Une astuce non moins négligeable qui viendra en appoint à la veille permanente des structures compétentes. Et puis en interactualité, le 7 septembre prochain, l'ex-président américain et l'ancienne First Lady feront revivre une tradition mise sous silence sous Donald Trump, l'inauguration de leur portrait à Washington. C'est la deuxième fois que l'ancien président démocrate est très populaire dans son camp. Revient donc sur ces faits. Il avait fait donc une apparition médiatisée en avril dernier. Reportage. Aux États-Unis, la Maison-Blanche dévoilera le 7 septembre les portraits officiels de l'ancien président Barack Obama et de son épouse Michelle Obama. Le dévoilement du portrait présidentiel est un événement historique de la Maison-Blanche. L'ancien président Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama ont déjà des portraits accrochés à la National Portrait Gallery, mais ceux-ci sont propres au Smithsonian. Ce qui se passe à la Maison-Blanche est commandé par l'Association historique de la Maison-Blanche, spécifiquement dans le but de rejoindre la collection de portraits officiels du président et de la première dame. La tradition veut que le président invite son prédécesseur et son épouse à l'accrochage officiel de leurs portraits à la Maison-Blanche. L'usage protocolaire avait été interrompu sous le président Donald Trump. Ce qui est significatif à propos de ces cérémonies, c'est qu'il existe une tradition de longue date selon laquelle le président actuel accueille le président sortant pour dévoiler son portrait officiel. Cependant, cela ne s'est pas produit avec le président Trump et l'ancien président Obama. C'est pourquoi le dévoilement du portrait d'Obama a lieu le 7 septembre. Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden accueilleront donc les Obama pour la cérémonie la semaine prochaine. C'est la deuxième fois que l'ancien président démocrate revient à la Maison-Blanche. La dernière fois était en avril pour un événement public consacré aux dépenses de santé. Il s'agit d'une coutume que la White House Historical Association a financée au nom du peuple américain. Les premiers qui ont été dévoilés grâce à notre soutien ont été les portraits du président et de Mme Johnson. Puis nous sommes revenus en arrière et avons réalisé les portraits de Kennedy. Donc les premiers dévoilés avec notre soutien ont été ceux de Johnson puis ceux de Kennedy qui ont été ajoutés et maintenant nous sommes sur le point de dévoiler les portraits des Obama. Les portraits des premières dames ornent quant à eux un long couloir du rez-de-chaussée de la résidence des présidents américains. La cérémonie de dévoilement aura lieu dans la salle Est de la Maison-Blanche. Le président de la transition en Guinée, le colonel Doumbouya, a reçu mercredi à Conakry une mission de la Confédération africaine de football, CAF, venue s'enquérir de l'avancement du programme alors que le doute persiste quant à la capacité de la Guinée de réaliser donc le rêve de la CAN 2025. Une mission de la Confédération africaine de football était en Guinée mercredi. But de la visite, obtenir de Conakry les garanties relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025. Un pari pour un pays en proie à une crise politique et peut-être financière. Mais la CAF pense que le ballon peut encore tourner rond ici. Nous ne sommes pas venus pour retirer l'organisation à la Guinée. Nous sommes venus pour voir les propositions. Si la Guinée a des propositions à nous faire pour convaincre la CAF à lui faire toujours confiance pour l'organisation de cette CAN 2025. Conakry a exposé dans la foulée aux inspecteurs son argument de taille, la volonté politique. Le président de la transition guinéenne, ici au stade de la capitale en juin, lors d'un match de charité, aurait fait de l'organisation de la compétition une priorité nationale. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya,
on a fait en fait un de ces leviers de transition aujourd'hui en disant que s'il n'y a qu'une chose qu'on aura réussi pendant cette transition, si c'est l'organisation de cet événement, ben on aura réussi notre transition. C'est vrai qu'on a pris du retard. Mais ce retard qu'on a pris par le passé, en 8 mois, a été dans une dynamique de processus dans lequel on a avancé énormément. Et tous les moyens, effectivement, de la nation seront mis à disposition pour relever le défi et pour réussir ce grand challenge. Mardi, le colonel Mamadi Doumbouya a signé un décret sur le caractère prioritaire des dépenses liées à l'organisation de la CAN. Pour que la Guinée ne perde pas sa CAN, la possibilité de reporter la compétition à 2026 ou 2027 est évoquée. Au Nigeria, la rivière de Maiduguri, dans le nord du pays, est à un niveau anormalement élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes. Les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tous perdu. Cette rivière, située à Maiduguri, dans le nord du Nigeria, est à un niveau anormalement élevé. La faute aux fortes intempéries qui, depuis le début de la saison des pluies, ont causé d'importantes inondations. Plusieurs personnes sont mortes, les dégâts matériels sont aussi considérables. Certains habitants ont tout perdu. Je n'ai plus de maison, elle a été détruite par l'inondation. Comme vous pouvez le voir, je dors ici et vous pouvez voir à quel point mes vêtements sont mouillés. Bien sûr, cette eau est arrivée avec une puissance considérable. Dans cette zone seulement, elle a détruit plus de 30 maisons et tué beaucoup de gens, surtout des enfants. Cette montée des eaux a aussi été dévastatrice pour les terres agricoles. De nombreuses récoltes ont été inondées, réduisant à néant les efforts des agriculteurs. C'est le cas de Mohamed Ousmane. Ce déplacé interne, dont la ferme a été inondée après des jours de pluie diluvienne, a assisté impuissant à cette catastrophe. Ces 8 dernières années, nous n'avons pas cultivé la terre. Mais cette année, nous l'avons fait et nous avons été très malchanceux. Les inondations ont détruit nos fermes. Depuis le début de l'année, plus de 500 000 Nigérians ont été touchés par des inondations dans 23 des 36 États que compte le pays. Les autorités ont promis que les personnes affectées recevraient une aide. La Russie relance ses exercices militaires annuels avec la Chine malgré une armée affaiblie. La guerre en Ukraine n'a pas empêché le maintien des exercices stratégiques annuels de la Russie au risque d'être amoindri. Dans la nouvelle édition de Vostok, l'armée russe mènera donc les manœuvres militaires aux côtés de la Biélorussie, la Chine et l'Inde, entre autres pays. Reportage. La Russie lance ce jeudi une série de manœuvres militaires en collaboration avec la Chine dans l'extrême-orient russe. Cette démonstration de force devrait impliquer plus de 50 000 troupes, 140 avions et 60 navires de guerre. Une manière pour la Russie de démontrer que même après 6 mois de guerre en Ukraine, elle peut encore se permettre le luxe d'employer une partie de son armée dans des exercices. Sans aucun doute, le fait de mener des exercices alors que nous sommes en guerre montre que les dirigeants russes veulent prouver que tout va bien et se déroule comme prévu, que le pays et les forces armées disposent des ressources nécessaires pour gérer à la fois l'opération militaire spéciale et des exercices avec un contingent assez important. Ces exercices sont aussi un symbole du rapprochement stratégique entre Pékin et Moscou en opposition avec les États-Unis. La Chine avait notamment refusé de condamner son voisin pour l'invasion de l'Ukraine, tout comme la Russie avait soutenu Pékin au moment des récentes tensions autour de Taïwan. Les manœuvres militaires sont menées en collaboration avec la Chine, mais aussi d'anciennes nations soviétiques, ainsi que plusieurs pays asiatiques comme l'Inde ou le Laos. Sur la terre et sur la mer, les entraînements de Vostok 2022 se tiendront du 1er au 9 septembre. C'est terminé pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetv.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.